Bonjour à tous, alors bienvenue à ma conférence sur l'IA explicable, donc j'ai appelé IA 404 Explication Not Found. Aujourd'hui je vais vous parler d'IA explicable et d'IA. Alors pour info j'ai un peu mal à la gorge, donc si je tousse, vous inquiétez pas, je ne suis pas Dalida, j'ai pas prévu de mourir sur scène, donc je vais boire et tout va bien se passer. Moi c'est Cécile, je suis data scientist chez OnePoint depuis 4 ans. Juste pour faire un petit sondage à main levée, est-ce qu'il y a des data scientists dans la salle, des ingénieurs en IA ou des assimilés, AI evangelistes? Ok. Et des gens qui bossent dans la data? J'espère beaucoup de gens. Pour info, cette conf, elle est en intermédiaire à la base, mais je l'ai donnée la première fois, là c'est la deuxième fois, au DevFest, et c'était des devs, et ils ont tout compris. Donc je pense que vous allez gérer. Alors, le métier de data scientist, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un métier qui, depuis longtemps, en fait, nous demande de faire de la veille techno. En gros, on a un peu pensé que depuis l'IA générative, on a été un peu sous l'eau niveau nouveauté en IA, et que, vu tous les posts LinkedIn, toutes les secondes, on devait se renseigner sur tous les derniers réseaux. Et c'est vrai que j'ai eu des ateliers clients où on me demandait de commenter les performances d'un réseau qui était sorti la veille à 22h. Bon, pour vous dire, c'est sympa, mais bon, voilà, c'est un peu la réalité de maintenant en IA. Mais en fait, nous, ça fait depuis longtemps qu'on fait beaucoup de veille techno, c'est-à-dire à chaque fois qu'on doit implémenter un réseau, on doit regarder les nouveaux papiers sur Arxiv, Google Scholar, bref, tous ces papiers de recherche, on doit les éplucher pour voir les nouveautés en IA. Donc, c'est pas récent, l'IA, ça a toujours été vite. Et moi, je me rappelle à l'école, ça ressemblait à ça sans le robot, je vous promets. À l'école, en fait, nos professeurs ils nous disaient l'IA, ça va toujours vite. De toute façon, on ne comprend pas tout encore. Et on ne sait pas trop comment ça marche. Mais ce n'est pas grave, c'est pas trop encore utilisé les derniers réseaux ultra top dans les entreprises. Et en fait, je me suis dit, mais maintenant, avec les LLM, l'IA générative, on utilise les derniers réseaux top puissants dans les grandes entreprises. Mais est-ce qu'on comprend toujours encore tout ? Donc, je lui ai fait une petite simulation pour cette conférence. Je me suis imaginée dans 10 ans. Dans 10 ans, je veux m'acheter ma maison. Alors, j'ai choisi 10 ans parce que je me suis dit que les taux seront enfin assez bas pour acheter une maison, surtout. Et donc, je me dis, dans 10 ans, c'est trop simple. Sur le PC, directement, je peux faire ma demande de crédit. Donc, je fais ma demande de crédit à ma banque. Ils ont toutes mes infos, et c'est une IA qui va me dire si j'ai mon crédit ou pas. Je lui fais ma demande de prêt avec le revenu. Ce que je veux comme prêt, et là, prêt refusé. Ok, c'est pas grave. Et là, je me dis, je comprends pas, j'ai un bon revenu, il y a forcément une explication. Et là, je vois le petit « en savoir plus » sous la réponse de l'IA. Je fais, super, elle va me dire pourquoi j'ai pas eu mon crédit. Ouais, mais non. En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que plus tard, on n'arrivera pas à ça? Et pour savoir si on va arriver à ça, si on va arriver à cette page non trouvée, c'est pour ça que j'ai fait cette conférence. Bon, déjà, petit rappel sur ce que c'est l'IA. Peut-être vous connaissez tous l'IA, mais c'est juste pour faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas trop. Je vous laisse lire, je bois. L'IA, c'est l'ensemble des théories et des techniques développant des programmes informatiques complexes capables de simuler certains traits de l'intelligence humaine. En gros, c'est des algos qui imitent les prises de décision humaines. En fait, il va essayer de trouver des patterns logiques pour retranscrire quelque chose d'humain, comportement humain, en algo. Exemple, le prêt. Non, je vous jure, ça ne m'a pas traumatisé. Alors j'ai pris, moi ce que j'aime bien, je suis ingé en maths, et ce que j'aime bien faire, c'est voir un peu sous le prisme des maths. Là, vous allez me dire, oh non, mais vous inquiétez pas, ça va aller. J'ai pris l'exemple de Jean. Jean, c'est un banquier, ça fait depuis 20 ans qu'il donne des crédits. Hein. Tous les banquiers ressemblent à ça. Et du coup, je me suis dit, dans la banque de Jean, c'est assez simple. En gros, déjà, c'est toujours les mêmes, on demande toujours la même somme pour le prêt. On va simplifier, ok ? Et il a besoin que d'une info pour vous dire si votre prêt est accepté, c'est votre revenu, le revenu de votre foyer. Donc, on peut un peu modéliser ça par, vous allez donner votre revenu de foyer, et en échange, il va vous calculer un score de prêt. Donc, c'est une droite, c'est une fonction affine, comme ceci, avec deux inconnus, A et B. Maintenant, si vous avez été en cours de maths dans votre vie, vous savez que pour trouver A et B, il vous faut deux infos, au moins deux équations pour retrouver les deux inconnus. Pour que pour tout revenu, je puisse retrouver un score de prêt,
et dire, bon, bah, supérieur à un tel, il a son prêt, inférieur à un tel, il a son prêt. Bah, deux inconnus, deux équations, et qu'est-ce qui manque à l'IA pour marcher? Bah, de la data. Donc, je vais prendre l'exemple de deux prêts passés que Jean a fait. Pour un revenu de 20 000 euros, il a attribué un score de 30. Pour un revenu de 40K, il a attribué un score de 70. Vous, dans votre tête, pour retrouver la droite de cette équation, vous tracez 2 points, et c'est fini. Et vous avez votre équation, et pour tous les revenus, vous pouvez donner un score de prêt. Donc nous, en tant qu'humains, c'est super simple. On trace 2 points, finito. On a trouvé A et B. Comment l'IA est fait pour ça? Bon, on est sympa, on repart du même principe. Hein. Ça, en IA, c'est ça. Comment ça marche? Ça, c'est un neurone. Et en entrée, le neurone va prendre un revenu de poids A et une constante de poids B, un biais 1 de poids B. Et par exemple, on va dire qu'il fait la somme pondérée de ses entrées. Ça nous arrange pas mal, parce que la somme pondérée, c'est A fois revenu plus B, et c'est le score du prêt. Ça, c'est modélisé par l'IA par ça. Bon, l'IA, pour trouver A et B, elle a aussi besoin de la data. Hein. C'est les mêmes contraintes. Mais du coup, l'IA, elle ne va pas tracer 2 points. Elle ne va pas prendre son petit graphique, tracer 2 points et faire « c'est bon, j'ai trouvé la droite pour tous les revenus ». Ce qu'elle va faire, l'IA, c'est un peu jouer au juste prix avec les paramètres pour trouver le bon paramètre. Elle va faire A égale 2, B égale 3. Non, le score de prêt n'est pas bon. Elle va recommencer juste à temps de minimiser l'erreur entre sa prédiction et le vrai score. Et à la fin, l'IA, peut-être qu'elle trouvera que le score de prêt, c'est 1,99 et moins 10, comme nous, avec un peu d'erreur, parce que c'est une IA, et le but, c'est pas forcément de pile-poil être dans les clous, c'est aussi un peu d'avoir de la marge, on va dire. Donc ça, c'est comment une IA trouve un pattern et apprend à faire comme un humain, en gros. Bon, c'est quoi l'IA explicable dans tout ça? Vous allez me dire, c'est super ton prêt, mais déjà, l'IA explicable, c'est quoi? L'IA explicable, en anglais, c'est XAI. D'ailleurs, je déteste Elon Musk qui a nommé la compagnie XAI suite à son réseau social X, mais du coup, c'est pour Explainable AI. C'est l'ensemble des processus et des méthodes qui permettent aux utilisateurs humains de comprendre et de faire confiance aux résultats créés par les algorithmes en machine learning. En gros, par quel moyen l'IA est arrivée à ce résultat? Pourquoi ce résultat? Et en fait, on va trouver des règles pour dire pourquoi elle a pris cette décision. Du coup, dans notre exemple, c'est quoi l'IA explicable? L'IA explicable, donc explainable, en anglais, ça semble transparent, mais en français, en fait, c'est 2 choses derrière l'IA explicable. C'est l'interprétabilité. Qu'est-ce que le modèle a fait? C'est pour les personnes tech averties, c'est l'intérieur du modèle, les poids A et B, et l'explicabilité, pourquoi le modèle a pris cette décision. En fait, c'est ça. L'interprétabilité, c'est tout ce qui va être intérieur du modèle, les poids, comment il a calculé entre les deux. L'explicabilité, c'est comment il est passé du score du prêt à la décision, c'est-à-dire, par exemple, on dit un score supérieur à 40, vous avez le prêt, un score inférieur à 40, vous ne l'avez pas. Donc ça, c'est 2 choses. C'est l'IA explicable pour cet exemple. Et pourquoi l'IA explicable existe? C'est pour enlever cet effet boîte noire où on ne voit rien de ce qui se passe entre les deux. Et même encore, j'ai été gentille, j'ai dit qu'on voyait ce qu'il y avait en entrée, mais des fois, en fait, on ne sait même pas ce qu'il y a en entrée d'un réseau quand on l'utilise. On ne sait même pas les données qui ont été données au réseau. Donc, en fait, l'IA explicable, c'est pour lever cet effet-là. Par exemple, avec une image, là, on a fait avec un prêt, mais l'exemple d'une image, c'est, vous avez cette image et l'IA l'a classifiée comme chat. Et moi, là, si je vous dis, dessinez un chat en 5 secondes, vous allez prendre une feuille, vous allez faire des petites oreilles pointues, museau, moustache, voilà. En fait, c'est un peu votre concept de chat en 5 secondes. Et lui, on va dire, mais pourquoi il a dit que c'était un chat? Et là, il vous dit, tous les pixels qui ont été les plus importants pour ma décision en rouge, c'est ceux qui m'ont permis de dire que c'était un chat. Et on voit, ça fait un peu les petites oreilles pointues, là. Et aussi, ça peut nous permettre de voir les erreurs qu'il fait. Vous voyez, dans cet exemple, il y a un petit problème pour cheval. En fait, il s'est basé sur le copyright de la photo. Donc le mec qui a pris la photo, c'est un mec qui prend en photo toutes les écuries. Si la photo d'après, il avait pris une barrière, il aurait dit cheval. Parce qu'il aurait lu le copyright. Et en fait, on voit qu'il s'est focalisé sur le copyright, même pas sur le cheval, il s'en fichait. Donc en fait, l'IA explicable, quelle est la partie en vert à côté, ça nous donne une information supplémentaire sur pourquoi il a pris cette décision. Bon, ça ne sert pas que à voir si les chevaux sont des chevaux et les chats sont des chats. En vrai, c'est plutôt utile l'IA explicable.
Donc déjà, il y a des enjeux éthiques. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui peut mal se passer quand on n'explique pas ce qu'on fait et on met des algos à balles partout, hein. Bon, 3 fois rien, on va dire, hein. En fait, l'IA explicable, ça permet de mettre en place une transparence des algorithmes qui est nécessaire. Et même sans IA, ça c'est une obligation de l'AI Act, ou l'IA Act, je l'appelle comme ça, mi-français, mi-anglais. C'est-à-dire, dès que vous utilisez des infos, des données personnelles, vous devez mettre en place une IA explicable pour expliquer pourquoi il y a une prise de décision. Ensuite, l'IA explicable, ça permet d'être sûr qu'on fait une égalité de traitement de tous les acteurs utilisant l'IA. Si je n'ai pas eu mon prêt parce que je suis une femme ou parce que je suis une personne racisée, c'est un peu le seum quand même. Donc du coup, si on peut voir pourquoi je n'ai pas eu mon prêt et pourquoi ça n'a pas donné le résultat attendu, on peut déjà lever cette chose-là. Et enfin, ce que j'aime bien dans l'IA explicable, c'est que ça permet de faire respecter les principes de vigilance et de loyauté de la CNIL. Donc je sais qu'il y a la CNIL aujourd'hui, mais en gros, le principe de vigilance, c'est vous ne faites pas une confiance aveugle au réseau. Bon, ça, vous le savez, que des fois, c'est marqué, attention, ça peut halluciner. Et le principe de loyauté, c'est ça doit agir en faveur de l'utilisateur. Enfin, ça ne doit pas desservir l'utilisateur. Tout le monde doit être traité de manière égale et ça ne doit pas desservir l'utilisateur. Et ça, c'est bien, du coup. Parce que l'IA explicable, ça force ces principes-là à être appliqués. Ensuite, il y a des enjeux stratégiques, parce que s'il n'y avait que des enjeux éthiques, personne ne le ferait. Ils ont mis en place, dans un hôpital en France en 2011, l'IA d'IBM qui s'appelle Watson. Donc, cette IA, elle est trop forte, elle peut voir les cancers sur des images et sur des données textuelles, c'est-à-dire des données tabulaires. Cette IA qui est trop forte, le problème, c'est qu'elle a été rejetée par les médecins dès qu'ils l'ont mis. Pourquoi ? C'est simple. S'il y a un interne qui vient vous voir et qui dit « Bon, ton patient, il a un cancer », le mec, il va dire « Pourquoi ?» et te dit « T'inquiète », vous allez vous dire « Ok, je vais peut-être pas lui faire confiance ». C'est ça qui s'est passé. En fait, il n'y a eu aucune adoption parce qu'il n'expliquait pas ses résultats. Donc, ils l'ont totalement rejeté, l'IA. Et c'est bête parce qu'en fait, elle était pas mal. 3 ans après, au Japon, elle a gagné une compétition pour détecter les tumeurs, c'est-à-dire qu'en 10 minutes, elle détectait la leucémie contre 2 semaines par un médecin. C'est un peu dommage quand même d'avoir laissé passer ça. Et en fait, ils avaient rajouté des modules qui permettaient en fait d'expliquer, au moins de montrer pourquoi il avait pris cette décision. Souvent, dans les imageries, dans les cancers, il peut être indiqué avec des pixels plus colorés, comme vous avez vu avec les chats, pourquoi il a dit que c'était une tumeur, tout simplement. Donc ça permet d'avoir un avantage sur ses concurrents, évidemment, quand on met l'IA explicable sur ce qu'on fait, surtout dans des domaines aussi tendus comme le médical. Et aussi, dès qu'on met en place des choses qu'on comprend, on peut comprendre l'architecture de nos modèles. Quand on comprend l'architecture, on fait baisser les coûts d'entraînement ou d'inférence, parce qu'en fait, on peut réduire, je pense à Mistral AI, si vous connaissez, en fait, eux, ils font des modèles super compacts, parce qu'ils ont des data scientists de fous qui connaissent toutes les petites briques, et donc ils peuvent enlever toutes les choses les plus inutiles. Donc du coup, ça fait gagner de l'argent. Et ça, c'est bien. Et enfin, enjeu technique, j'en ai parlé un peu avec l'architecture. Bon, ça, déjà, on ne veut pas. Ça permet le debug, c'est plutôt pas mal. Ça permet de voir pourquoi notre réseau est nul. Ensuite, on veut maîtriser les données en entrée. Aux États-Unis, toujours dans les hôpitaux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils s'étaient rendu compte que pour détecter le diabète chez des patients, ils utilisaient en entrée l'identifiant client dans la base. Vous savez, votre 1, 2, 3, 4, ils utilisaient celui-là, qui est un nombre totalement aléatoire. Et en fait, ils n'avaient pas du tout pensé à ça, juste ils donnaient toutes les données, puis voilà quoi. Bon, en fait, du coup, ils se sont rendus compte que l'IA, elle se basait beaucoup sur cette donnée, et c'est pas le cas. Bon, du coup, sans raison, on peut utiliser des données, même créer des biais comme ça. Donc ça permet de contrôler ça. Et enfin, ça permet aussi de baisser la complexité du modèle. C'est plus facile à maintenir pour vos développeurs. Et donc, il y a plus de maîtrise aussi de leur côté s'il y a un souci ou si ça dévie avec le temps. Bon, du coup, maintenant que je vous ai expliqué pourquoi c'est important, l'IA explicable, comment ça se met en place? Est-ce que c'est chaud? Bon, déjà, l'IA explicable, il y a 2 méthodes. Enfin, il y a 2 façons de voir la chose. Il y a le périmètre. Est-ce que l'IA explicable va permettre de fournir une explication globale? C'est-à-dire pour tous les patients, je vais pouvoir dire, les patients qui sont entre ça et ça, ils ont cette maladie, les patients qui sont entre ça et ça, ils ont cette maladie. Ou est-ce que pour une seule personne, je vais pouvoir expliquer le résultat? Lui, il a ça, parce qu'il a ça.
Et ils ont une dépendance, c'est-à-dire soit ces méthodes elles sont agnostiques au modèle, indépendantes au modèle, soit elles sont spécifiées à un modèle. Cette méthode ne marche que pour ChatGPT, par exemple. Donc, c'est ces deux choses-là qui vont nous permettre de choisir les méthodes d'IA explicables. La première méthode que je vous ai sélectionnée, alors je vous montre des cas super connus, pour déjà commencer à mettre en place ça chez vous, c'est des librairies Python, en 2 clics, vous les trouvez, elles sont déjà codées. C'est Lime, la première, bon, tout est dans le nom, Local Interpretable Model Agnostic Explanation, local, donc que pour un individu, on peut fournir une explication, modèle agnostique, qu'importe le modèle, il va pouvoir fonctionner. 2016, c'est vieux en IA, mais c'est les premières méthodes. Donc en gros, là, j'ai un exemple d'un patient. Donc un modèle inconnu. On lui donne des symptômes. Donc, nez qui coule, on lui donne son poids, l'âge du patient, et on lui dit qu'il a mal à la tête et qu'il n'est pas fatigué. Là, le modèle, ce qu'il nous répond, c'est « il a la grippe ». Sans IA explicable, qu'est-ce qui se passe? On aurait donné ça au médecin, on aurait dit « voilà, tu te débrouilles ». Avec de l'IA explicable, qu'est-ce qu'il va faire, Lime? Il va dire en fait, ce qui a aidé à la prédiction de grippe, donc les choses qui ont pesé pour dans la balance, c'est le nez qui coule et le mal de tête. Par contre, ce qui a pesé contre, c'est le fait qu'il ne soit pas fatigué. Parce que normalement, quand on a la grippe, on est quand même fatigué. Donc du coup, ces deux choses-là, il a dit, moi je te donne juste ça, moi je te dis pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, je te dis juste pourquoi il a pris cette décision. Et tu te débrouilles. Et en fait, on se dit, ça nous aide pas trop, mais ça aide quand même beaucoup plus que rien donner comme explication. Cet algo, il ne requiert pas d'informations sur le modèle de base. Ça peut être une boîte noire, il s'en fiche. Des données tabulaires, images et textes, dessus, il bosse, il n'y a aucun souci. Et aussi, le seul problème de cet algo, c'est qu'il y a une instabilité des données. C'est-à-dire que 2 individus proches, qui ont peut-être des caractéristiques proches, ils n'auront pas les mêmes explications. Comment ça marche? C'est magique. Enfin, pas trop. En gros, imaginez que ce modèle-là, il sépare en rouge et en bleu les personnes qui ont la grippe, les personnes qui n'ont pas la grippe. Vous voyez, c'est un peu chelou comme modèle, c'est un peu très compliqué, ça se trouve, il y a plusieurs dimensions, on ne sait pas ce qui s'est passé. En fait, ce qu'a fait Lime, c'est qu'il a un peu zoomé sur notre individu cible. Ici, la croix, il a zoomé dessus et il a dit, tu vois, moi, je ne sais pas expliquer avec une fonction ton modèle bizarre là. Par contre, si je zoome, là, c'est juste une droite qui sépare nos 2 individus entre eux. Ce qu'il fait, c'est qu'il va sélectionner l'individu cible, il va générer plein de données autour, et il va voir à quel moment on passe de grippe à pas grippe, en fait. Et il va voir qu'est-ce qui différencie, du coup, les gens qui ont été classés grippe avec cet algo et les gens qui n'ont pas été classés grippe. Et c'est comme ça qu'en fait, il se dit, voilà, c'est ça qui a différencié, c'est juste à cause de ces choses-là. Et c'est comme ça, en plus, les régressions linéaires ou les arbres de décision, c'est des algos très simples à expliquer mathématiquement. Ce n'est pas des boîtes noires très complexes, en fait. Donc du coup, c'est comme ça qu'il fournit l'explication à pourquoi ce choix a été fait. Ensuite, il y a SHAP, pour Shapley Additive Explanation. Pareil, local, donc pour un individu, et agnostique au modèle. C'est 1 an après, c'est un peu l'évolution. SHAP, comment ça a marché? Un peu avec les pixels sur le cheval. Là, en rouge, on a les pixels qui ont permis de peser pour. La décision, c'est un chat égyptien. Et en bleu, ceux qui ont pesé contre. Là, en tant que data scientist, ce que je peux vous dire, c'est ce qui a pesé pour. Pourquoi ça a pesé pour? Les oreilles, le museau, les taches pour la race de chat, la queue aussi, si elle était courte ou longue. Ça a pesé court pour chat. Et peut-être ce qui a pesé contre le fait de chat, pourquoi l'arbre? Vous allez me dire, ça n'a aucun sens. Mais en fait, peut-être que dans les données d'entraînement, il a vu plus de chiens dehors que de chats dehors. Les chats, le plus souvent, les photos de chats, c'est un intérieur. Donc, du coup, quand il a vu un arbre, il a fait « T'es sûr, c'est un chat ?» Voilà, il a eu ce petit doute-là. Donc là, c'est un exemple sur une image. Shapley, il y a une stabilité des calculs par rapport à Lime. Et donc des explications. Ça marche sur données tabulaires, images et textes. Mais par contre, c'est un temps de calcul plus important parce que là, imaginez pour chaque pixel, on va déterminer les valeurs de Shapley. Donc c'est une formule mathématique, je ne vais pas vous l'expliquer sinon vous allez être décédé. Et donc du coup, on va expliquer pourquoi ce pixel est important. Comment vous l'expliquer? Je ne vais pas faire pixel par pixel, je vais faire avec des gros pixels, c'est-à-dire des super pixels, des zones de pixels. Vous voyez ce chien qui ressemble un peu à E.T. dans la couverture? Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi la zone de pixels qui permet de dire que c'est un chien? Vous allez me dire, c'est le truc dans la couverture. Oui. Mais comment lui, il a fait? Ce qu'il a fait, c'est que pour chaque zone, il a regardé s'il trouvait toujours sa classe cible. Donc, il a 3 superpixels, le fond, la couverture et le chien. Et il a dit, j'enlève le fond, t'as plus que couverture et chien.
Et le modèle, il dit chien. Ok, donc le fond n'était pas très important. J'enlève la couverture, t'as plus que le fond et le chien, et là il dit chien. Ok, j'enlève le chien, il dit plus chien. Oh, ça veut dire que la classe cible c'était chien. Donc en fait, là vous imaginez avec des superpixels, vous dites oh, bah, c'est simple, t'as déjà détouré le chien. Mais en fait c'est pixel par pixel. À quel moment quand on va enlever le pixel, il va plus pouvoir dire chien. Et bien là, c'est comme ça que ça marche, c'est qu'il va calculer un peu, il va chercher une classe gagnante et il va voir comment il a réussi à obtenir ce résultat. Bon, nous, ce qui nous intéresse, le saint graal de l'IA, c'est quand même, on voudrait trop, hein, une IA qui explique pour tout le monde, pas besoin de recalculer pour chaque individu, et qui est indépendante du modèle. Alors ça existe, hein. C'est très compliqué, vous voyez la date, vous allez voir, wow, c'est vieux en IA. Hein. Voilà, donc moi j'ai trouvé une méthode, c'est PDP, pour Partial Dependence Plot. Donc PDP, comment il marche? Donc ici, vous avez la location des vélos en fonction de la température et de l'humidité. Plus il fait chaud, plus les gens louent de vélo. Plus c'est humide, moins les gens louent de vélo. Jusque-là, tout va bien. Comment vous allez faire pour un peu faire coexister ces deux variables ensemble? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer les dépendances partielles entre les deux variables, enfin entre les deux caractéristiques. Vous allez mettre la température en fonction de l'humidité. Et là, vous dites, ah, en fait, il prédit le nombre de vélos. Pour toute température et humidité, je peux prédire le nombre de vélos. Je sais pourquoi il m'a dit que les gens allaient louer ce nombre-là de vélos. Et ça fait un peu comme les cartes de randonnée en montagne. Il y a des zones où on va vous expliquer, bah oui, si on est là, c'est entre-temps et tant de vélos loués. Ok, là, vous avez une explication. Vous n'avez même plus besoin de vos réseaux. Vous pouvez prendre sur le graphique et à la main, vous pouvez retrouver les résultats. Donc vous imaginez que, déjà, c'est une méthode globale, agnostique au modèle. Elle s'adapte à une volumétrie de données plus élevée. Elle fonctionne qu'avec des données numériques et peu de caractéristiques. Là, vous voyez en 2D, c'est sympa. En 3D, c'est cool. En 4D, moi, je ne sais pas faire. Perso, plus il y a de caractéristiques, plus il y a de variables, plus c'est compliqué à voir. Et l'IA explicable, c'est très visuel. Comme vous avez vu avec les pixels, ça permet vraiment de capter pourquoi, pour un humain, en tout cas, parce que l'IA, elle s'en fiche de comment elle a pris les résultats. C'est pour nous, pourquoi elle a fait cette prédiction. Bon, en fait, j'ai été sympa pour tous les data scientists qui m'écoutent. Ils se disent, oh, elle est sympa, elle a mis juste un neurone. Parce qu'en vrai, ils savent très bien notre souffrance et ils savent très bien qu'en vrai, l'IA, c'est horrible. C'est horrible de ouf parce que il n'y a pas juste un neurone. Il y a genre plein de neurones interconnectés entre eux. Et il n'y a pas juste A et B comme paramètres. Quand vous entendez des Mistral 7B, c'est Mistral 7 milliards de paramètres. Donc c'est 7 milliards de A et de B à trouver. Et ça, c'est le petit, c'est le bébé. Donc en fait, par exemple, pour l'image, on utilise ce genre de modèle. On appelle ça deep learning parce qu'il y a plein de couches entre l'entrée et la sortie. Donc du coup, on appelle ça réseau de neurones profond. Et pour les trucs type LLM, c'est des trucs comme ça horribles. C'est pas juste des sommes, hein, c'est des tangentes, des trucs horribles. Hein, vous voulez pas savoir. Et donc j'ai été sympa en vous montrant juste un neurone. Et vous allez me dire, non mais attends, déjà si pour un neurone on galère avec l'IA explicable, comment on va faire pour des trucs comme ça? Alors, il existe des techniques. La première que je vais vous présenter, c'est Stilex de Google. Toujours dans la vise, parce que ces techniques, plus on a des réseaux plus compliqués, plus c'est difficile d'expliquer. Donc, c'est un outil de visualisation pour la classification d'images. Donc ici, vous avez pourquoi il a détecté un chat. Et lui, il va juste mettre les top features. Les top features, il ne sait pas ce qu'il y a derrière les features. Il n'en a aucune idée. Mais il va vous permettre de bouger les features et il va avoir un réseau d'IA générative d'images derrière où il va juste lui dire « génère-moi cette image avec cette feature augmentée ». Mais lui, il ne sait pas que quand on bouge ça, ça bouge la bouche. Quand on bouge un autre attribut, ça bouge les oreilles. Il n'en a aucune idée. Juste, nous, on va le voir. En fait, on va un peu communiquer avec cet outil d'IA explicable et on va voir qu'en bougeant les attributs, les top attributs qui ont permis la prédiction de chat, on va voir qu'est-ce qui a dit que c'était un chat. Et en fait, à partir du moment où on ne peut plus aller loin dans l'attribut, c'est-à-dire que plus les oreilles auraient été grandes ou plus les yeux auraient été gros, il aurait pu dire que c'était un chat. Il aurait dit que ça serait autre chose, en fait. Donc c'est un peu les limites de pourquoi il a dit que c'était un chat. Donc ça marche avec l'image. Donc ça, derrière, c'est des algorithmes de deep learning et de l'IA générative. Est-ce que ça marche avec le texte? Alors, ouais, j'ai pas trouvé de buzzword, hein, parce que c'est sorti il y a 3 mois, c'est assez important. C'est l'équipe d'Anthropic qui a sorti ça, Anthropic AWS, Claude 3. Donc c'est Scaling Monosemanticity, ou mise à l'échelle de la monosémanticité, c'est très moche. En fait, pour résumer simplement, il arrive à concevoir des concepts. En fait, ils se sont rendus compte que leur modèle, quand ils isolaient une feature, un concept, un concept pouvait être associé qu'à une seule chose.
Par exemple, le Golden Gate Bridge, il associait à un concept, c'est-à-dire qu'autour, il y avait San Francisco, autour, c'était aux États-Unis, c'était un pont, on pouvait aller dessous. Et en fait, c'est un concept. Il sait que Golden Gate Bridge, ce n'est pas une personne. Et en fait, on peut voir qu'il a associé il a des concepts uniques et il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pour ça que c'est monosémantique, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ils ont réussi à isoler des concepts dans des énormes LLM. Donc Claude 3, c'est un énorme LLM, avec des tout petits auto-encodeurs, ça s'appelle. Donc des choses beaucoup plus explicables. Et en fait, là, il a généré une image, mais c'est pas il a généré une image d'un pont, cool. C'est tout ce qu'il y a autour de ce concept de pont, en fait, ce qui est important. C'est la mer, c'est tout ça, en fait. Et donc, en fait, c'est ce qu'on a en IA explicable pour les LLM. Bon, du coup, est-ce que c'est possible d'expliquer l'IA? Je vous ai pas dit, je suis normande, je sais, je vais me faire virer de cette salle. Alors, je vais vous dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, parce qu'on progresse. Ça, c'est l'évolution du nombre de papiers en IA explicable des dernières années. Je n'ai pas les chiffres récents. Et vous voyez, il y a eu des trucs qui ont un peu fait flipper les gens, qui s'appellent RGPD et IA Act ou AI Act. En gros, dès qu'il y a eu ça, les gens se sont dit « Attends, mais on doit faire de l'IA explicable quand on utilise de l'IA ?» Et donc, du coup, les gens ont commencé à paniquer et à sortir des papiers, sortir des algos. Vous voyez, Lime, c'était 2016. Bon, du coup, on se dit, ça progresse. Plus il y a des lois qui sont mises en place. Il y a 70 ans, ça n'existait pas. Là, ça existe. Bon, moi, le goal ultime, ce que je veux, c'est ça, si je demande un crédit. Bon, j'ai toujours mon crédit refusé, hein. C'est pas le souci. Mais le truc, c'est qu'on me dise pourquoi j'ai eu cette prédiction. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a penché en défaveur du fait que j'obtienne un crédit? C'est-à-dire, j'ai eu des transactions bizarres, bon, c'est que des trucs de banquier trop bizarres. Et qu'est-ce qui a été pour le fait que j'ai eu un crédit? Comme, qu'est-ce qui a penché pour la classe? On lui donne son crédit. Qu'est-ce qui a pesé contre? Et comment améliorer la prédiction? Comment, c'est-à-dire, je peux passer de pas crédit à crédit? Ça, j'ai pas fait retour vers le futur. Ça a été fait lors d'un hackathon en 2021 par la CPR, qui est une filiale de la Banque de France, et ils ont développé une interface avec de l'IA explicable derrière pour expliquer la prise de décision de leur modèle pour l'attribution de crédit. Du coup, les crédits, ça semble comme le monde. On peut le faire pour ça. Let's go, quoi. Let's go, mais non, en fait. Moi, j'ai fait un petit test, déjà, pour voir est-ce qu'il pouvait m'expliquer une image. Alors ça, c'est un chat très bizarre, vous allez me dire. Mais en fait, c'est un chat assez connu sur Internet. Il s'appelle Herman. Et je lui ai juste dit, décris-moi cette image. Je lui ai rien donné plus comme info. Alors, pour ceux qui ne voient peut-être pas au fond, déjà, il m'a dit qu'il a les yeux bleus, voilà, il est éclaté. Mais en plus, déjà, on voit qu'il a essayé de tricher. Il a dit, je ne peux pas lire le texte présent dans l'image. Il a voulu faire comme le copyright avec les chevaux. Il a voulu essayer, enfin avec les chevaux, il a voulu trouver s'il y avait du texte pour l'aider. Et non, je ne suis pas très sympa. En fait, ce qu'il a sûrement fait, c'est qu'il a fait un reverse search sur l'image. C'est-à-dire, comme avec un Google Images, il a regardé l'image et il a juste envoyé sur Internet. Il n'a même pas analysé, il n'a pas touché à l'image. Et en fait, il a trouvé des articles de presse parce que tous les liens qui me disaient pourquoi c'était un chat, ce n'était pas la page Wikipédia de chat. C'était genre des articles qui parlaient de ce chat. J'ai fait « Ah, donc tu as fait un reverse search. Tu sais pas que c'est un chat, toi ?» Et quand je lui dis « Mais comment tu sais que c'est un chat ?» Il me dit « Je m'excuse, mais je ne peux pas voir l'image. » Quoi ? En fait, tu m'as trollé, enfin, tu m'as dit n'importe quoi. Et en fait, lui, il s'est juste basé sur... Il a renvoyé l'image, il n'a rien fait, les bras derrière, et il n'y a aucune explication. Et genre, j'ai juste posé 2 questions pour essayer de voir s'il y avait de l'explicabilité derrière. Et en fait, je l'ai piégé facilement, mais ça vous montre que dans nos LLM qu'on utilise, il n'y a pas d'explicabilité. Bon, est-ce qu'il y a l'interprétabilité par contre? Est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans nos modèles actuellement? Je vous avoue que déjà, quand des trucs comme ça sont sortis, nous, on a commencé à flipper un peu. Donc, parce que, alors, dans la recherche en IA, ils sont super. Ils ont... les modèles à l'état de l'art étaient détaillés. Code, papier, il y avait tout. Disponible, documenté. Mais par contre, l'interprétabilité, elle était difficile, parce que les modèles, ils étaient complexes. Mais possible. Il y avait des articles médiums, décortiqués, truc par truc. OK. Puis après, il y a eu ça, ce genre de truc. Ça c'est un papier qui est sorti il y a 2 semaines sur à quel point c'est disponible, le code et tout ce qu'il y a autour de ChatGPT. Vous voyez à quel point il y a plein de croix partout? Ça veut dire que rien n'est disponible. En fait, tout est caché, évidemment, c'est ça qui fait leur succès. Mais aussi, on n'a aucune info de qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça marche. Des fois, il y a des articles médiums qui font... à la ChatGPT, mais c'est pas du tout, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, on ne sait pas. Puis, il y a eu des trucs comme ça, comme Mistral AI ou Anthropic, où là, eux, ils ont
C'est sûr, pour nous, c'est très difficile d'interpréter parce que c'est pas forcément tout disponible. Bon, il y a un peu des briques, mais pas très détaillé. Mais c'est sûrement amélioré en interne parce qu'eux, ils arrivent à faire des trucs compacts. Ils ont des équipes de recherche très performantes. Donc c'est sûr qu'eux, ils savent ce qu'ils font, mais nous, on ne sait pas ce qu'ils font. Par contre, il y a des modèles d'open source qui sont disponibles, moins puissants que l'état de l'art à l'heure actuelle. Donc on a un peu baissé en qualité parce qu'on n'est plus à l'état de l'art sur ce qui est disponible, mais au moins, il y en a qui sont dispo. Bon, ma prédiction humaine, ou mon avis personnel, parce que je suis pas une IA quand même, c'est comment ça va se passer plus tard. Alors, pour moi, le niveau de complexité de l'IA, il va exploser. J'ai un peu zoomé sur une exponentielle. Et l'IA explicable, ça va un peu essayer de le suivre. Et chaque marche, ça sera des nouvelles réglementations qui seront mises en place. Bon, et du coup, mais il y aura toujours un gap entre le domaine pas explicable et le domaine explicite de on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on est en train de faire. Nous, on est là, vous voyez, on est au tout début où ça commence à exploser, même si ça a explosé depuis bien longtemps pour nous, et on a quelques réglementations derrière nous, mais très peu. Et donc, j'ai fait un petit récap et des bonnes pratiques si vous voulez utiliser l'IA avec de l'IA explicable. Donc, j'ai un peu classé en 3 cas. Le premier, c'est vous utilisez des IA d'algo complexes, c'est-à-dire des LLM, enfin déjà tout ce qui traite des images, c'est complexe, ou des choses qui génèrent du texte. Mais vous prenez des décisions non critiques, type votre client, il veut, on a vu avant, générer des descriptifs produits, bon, ça va tuer personne, ou dire est-ce que c'est bien un chat, ok, tout va bien. Bon, là, qu'est-ce qui vous engage? L'interprétabilité, elle est optionnelle pour vous, mais le mieux, c'est de maîtriser un maximum de briques pour améliorer son modèle et vous différencier de vos concurrents. L'explicabilité, elle est aussi optionnelle. Ce qu'il faut, c'est vous informer l'utilisateur des hallucinations et vous tenez à jour, parce que comme ça, si vous pouvez mettre de l'explicabilité, vous voyez, quand Google il a pu mettre des liens, quand il prédisait des choses avec son LLM, les gens ont parlé, ils ont dit « Ah oui, lui, il suit de ses sources. » Même si c'est full bullshit, oui, ça a permis de faire plus vendre. Parce que vous voyez, lui, il a cité ses sources, mais en fait, il a juste triché, Copilot, par exemple. Ensuite, si vous avez des algos d'IA simples, type un crédit, par exemple, à dire si vous accordez un crédit ou pas, mais vous avez une décision critique. Quand je parle de décision critique, c'est ce que l'AI Act appelle les systèmes d'IA au risque, c'est-à-dire quand vous manipulez des données personnelles. Là, vous avez des obligations. Déjà, l'interprétabilité, elle est obligatoire, selon l'AI Act. Donc, vous devez mettre à dispo la documentation technique du modèle, déjà pour vos devs. C'est l'article 11 et une notice d'utilisation au minimum. Rien que ça. Pour l'explicabilité, elle est obligatoire, mais elle est facile à mettre en place, parce qu'il existe plein d'algos d'IA explicables déjà utilisés. Donc en fait, votre but à vous, ça va être ajouter de l'explicabilité, informer le client toujours sur les décisions et les comportements de l'IA, toujours dire ça peut halluciner et tout, et fournir une notice d'utilisation au client, fournir le petit en savoir plus quand j'ai pas eu mon crédit. Le dernier cas, c'est vous avez des algos d'IA complexes et vous devez faire une décision critique, c'est-à-dire avec des données personnelles. Et vous arrêtez tout de suite, vous arrêtez ça, c'est un peu l'équivalent de l'interne en médecine qui est en train de faire un remède contre le cancer dans son garage. Vous arrêtez parce que plus vous allez avoir des systèmes d'IA complexes, plus l'interprétabilité va être dure pour vous à mettre en place et l'explicabilité aussi. Donc si vous ne pouvez pas vous mettre en conformité auprès de l'AI Act, arrêtez, tout simplement. Parce qu'en fait, ça va être impossible pour vous de maintenir ça. Qu'est-ce que vous encourez? Pas de la prison, mais un peu. Vous encourez 30 millions d'euros d'amende ou 6% du chiffre d'affaires, c'est le max entre les deux. Si vous avez des algos d'IA complexes, type vous avez un cancer et rien du tout n'est mis derrière. Donc ça, c'est pour vous dire qu'en fait, ça a des conséquences quand vous faites des choses comme ça. Et essayez d'utiliser des algos moins puissants, c'est-à-dire éviter de vouloir tuer une mouche avec un bazooka, alors que vous pouvez faire des trucs beaucoup plus simples que vous pouvez expliquer et vous pouvez maintenir. Pour récap, déjà bravo, merci d'avoir assisté à cette conf, parce que l'IA explicable, déjà, savoir que ça existe, c'est faire un premier pas vers une meilleure IA, plus éthique, et s'assurer qu'on maîtrise toutes les briques de ce qu'on fait, au moins, d'en être au courant. Bon, l'IA explicable aussi, ça viendra avec le temps. C'est sorti, il y a eu les premières méthodes assez bonnes il y a 8 ans,
Et bah, c'est tout nouveau, donc il faut attendre que ça sorte, mais en même temps, il faut se tenir très à jour, parce que ça peut arriver au tournant un petit AI Act qui vous met une petite amende. Donc du coup, c'est un domaine de recherche qui est récent, il n'est pas vu comme nécessaire, et il le sera avec les amendes, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon, pour une IA d'exception, est-ce que finalement, des fois, c'est pas bien de rester dans la boîte noire? C'est-à-dire, il y a cette envie en IA de toujours aller plus loin, toujours plus fort, toujours plus rapide, mais en fait, ça s'oppose aussi au fait qu'on est un peu à la traîne pour expliquer les résultats d'une IA. Et ça, est-ce que c'est pas grave pour les choses qui sont pas critiques? C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est pas bien d'avoir des super IA, qu'on s'éclate, qu'on s'amuse quand on utilise l'IA pour des décisions dont c'est pas très grave en fait? Quand on génère des images d'un chat, par exemple, voilà, c'est pas grave de pas avoir d'explicabilité. Et bon, bah, et qu'on se focalise notre compréhension et l'amélioration de notre code sur des choses où on fait sur des prédictions qui sont importantes avec des décisions critiques. Il faut savoir aussi que mettre en place l'IA explicable, vous voyez, vous avez vos coûts d'entraînement ou de prédiction, comme a parlé Maison du Monde tout à l'heure, quand ils généraient leur descriptif produit. Mais mettre en place l'IA explicable, ça a aussi un coût. C'est-à-dire, c'est des algos qui tournent aussi après. Alors, c'est des plus petits algos, donc ça va, mais il faut le mettre en place, déjà pour le développer, pour le faire tourner à chaque cas. Donc, ça a un coût. Et des fois, pour des solutions, pour des prédictions pas critiques, voilà. Donc voilà, donc amusez-vous quand vous faites de l'IA et pensez toujours que quand vous prenez des décisions critiques pour vos clients ou pour vous, il y a toujours le XAI qui vous regarde derrière et qui vous attendra au tournant. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, s'il y a le temps, ou s'il en reste de la voix? Merci beaucoup pour la présentation. J'avais peut-être une question. Vous l'aviez mentionné rapidement un moment. C'était super riche, mais je me demandais s'il y avait des éléments par rapport au jeu de données, parce que vous l'aviez mentionné un moment sur le fait que ça restait quelque chose d'opaque, Ouais. les données d'entrée avec lesquelles on avait entraîné le modèle, par exemple. Est-ce que là, le champ de recherche IA explicable s'intéresse aussi à aller explorer quelles sont les données qui ont entraîné le modèle initialement et qui peuvent aussi poser problème? Oui, en fait, le champ de recherche en IA explicable, il est un peu récent. C'est-à-dire, moi, j'ai quelqu'un qui a fait une thèse en 2020, qui a commencé sa thèse en 2020 dessus, pour vous dire fini en 2023, et ils étaient encore en train de se dire, est-ce que ça s'appelle bien l'IA explicable? C'est quoi l'explicabilité? Pour vous dire à quel point c'est tout récent. Et donc oui, en français, comme il y a l'interprétabilité et l'explicabilité, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Les données en entrée, les données en sortie, les caractéristiques, et même la façon dont les neurones fonctionnent entre eux, enfin les liens entre les neurones. Est-ce que ça a vraiment pesé pour ou contre? Quand je vous ai présenté Lime, lui, il ne voit pas le modèle. Ce qu'il voit, c'est les données en entrée et la prédiction du modèle. Et il voit toutes les données en entrée et la prédiction du modèle. Il n'a pas d'interprétabilité. Ce qu'il essaye de faire, c'est d'expliquer les résultats. Et il va simuler à chaque fois les résultats et voir « Ah, ok, c'est pour ça que tu as pris cette décision. » Donc en fait, cette explicabilité, bien sûr qu'on veut décortiquer des modèles, mais pour vous dire le résultat de sa thèse, donc au bout de 3 ans de recherche, il avait réussi à faire un tout petit algo qui prédisait, qui expliquait bien si c'était un chat, un truc très très simple sur une toute petite image. Donc vous voyez qu'on en est très loin par rapport à nos modèles super puissants qui génèrent des images de fou. Donc c'est encore des choses au tout début, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était hyper intéressant. Je me demandais si aujourd'hui on était amené à travailler sur des algorithmes qui existaient déjà, qu'on nous demandait de faire de l'explicabilité dessus. Est-ce que c'est un processus qui est extrêmement long? Enfin, comment on peut quantifier ça? C'est-à-dire de mettre en place l'IA explicable pour des trucs qui existent déjà. C'est très simple. En gros, les méthodes que je vous ai présentées, Lime et Chap, je sais qu'elles ont déjà été utilisées pour certains de nos clients. Littéralement, c'est import Lime from. Voilà, c'est import Lime, étoile. Et en Python, il y a ces deux
il y a ces deux librairies, et il y a aussi même des librairies filles, c'est-à-dire plus puissantes, qui sont un peu remis au goût du jour de maintenant, pour que vous pouvez tester, qu'il y a des papiers. C'est vraiment, quand j'ai regardé l'IA explicable, j'avais même mis des librairies au début, puis je me suis dit, oula, les gens ils vont un peu paniquer, mais c'était vraiment, c'est des choses très simples à mettre en place. Après, il faut un peu avoir des connaissances sur l'IA explicable, comme je vous ai fait aujourd'hui, parce que c'est pas tout de suite que vous pensez à faire ça. Mais ouais, pour les méthodes simples, c'est simple. Pour les méthodes qui viennent de sortir, type Claude, voilà, donc déjà il y a le papier, on est content. Mais pour les LLM, là c'est plus dur. J'ai même beaucoup cherché dessus et c'est tout récent. Et encore, je pense qu'il faut aussi se méfier de ce qui sort, parce que des fois, par exemple pour Anthropic, il faut aussi se méfier. Est-ce que c'est pas un peu de la pub pour leur Claude? Et est-ce que ça marche vraiment? Parce que c'est facile d'expliquer quand c'est une régression linéaire. Quand ils disent qu'ils ont utilisé des méthodes simples comme les auto-encodeurs sparses, simple, c'est pas le terme, hein, mais bon voilà, donc on peut moins vérifier, donc il faut un peu plus se méfier sur les nouveaux réseaux, mais ouais. Merci pour la question. Merci pour les questions. Merci pour la presse, c'était super sympa. On a l'IA Act qui est sorti. L'Union européenne, ils ont publié une réglementation un peu l'équivalent du RGPD pour contrôler l'IA. Et j'imagine qu'ils demandent à définir comment elle fonctionne, donc les IA explicatives. Mais ils attendent quoi comme niveau d'explication? C'est-à-dire, on utilise un LLM entraîné avec tel type de modèle, ou est-ce qu'on veut vraiment savoir toute la chaîne d'un niveau granulaire? Qu'est-ce qu'on va mettre sur la plaquette publicitaire en fait? Ouais. En gros, on a analysé avec un juriste spécialisé en IA chez nous l'AI Act pour faire cette conf. C'est pour ça que je vous ai sorti des articles. L'AI Act est assez flou sur exactement ce qu'il faut fournir. Vous voyez que ils sont pas très à l'aise avec ça. Ils savent, des fois, je me demande est-ce qu'ils savent vraiment pourquoi ils ont fait ça et comment ils l'ont écrit. Mais en tout cas, c'est assez flou. Ils disent, vous devez mettre une documentation. Donc, on s'imagine qu'un blueprint, un truc simple, ça peut marcher pour l'interprétabilité. Mais en fait, je pense qu'on verra vraiment qu'est-ce qu'il faut mettre exactement quand on essuiera les plâtres, c'est-à-dire quand les amendes elles vont tomber. Et c'est un peu dommage, mais c'est comme ça aussi que ça marche la loi, c'est que des fois c'est un peu flou, on ne sait pas trop. S'il y a un avocat qui dit un argument, voilà, en fait c'est bon quoi, le petite préposition dans l'AI Act. En tout cas, ce que j'ai vu, les articles que je vous ai dit, c'est vraiment sur la documentation détaillée, c'est à minima, j'imagine un blueprint. L'explication, c'est, j'imagine, en tout cas de ce que j'ai lu, c'est vraiment expliquer pourquoi, peut-être pas les données fournies en entrée, mais par exemple, vous avez fait trop d'achats sur le mois, donc vous ne pouvez pas avoir votre crédit. Des choses très basiques, mais vraiment lui dire, avec des données utiles, pourquoi il a pas eu ce crédit, par exemple. Et ça permet d'enlever tous les biais, type vous n'avez pas eu ce crédit parce que vous êtes une femme, quoi. Donc ça, on pourrait avoir ça, mais c'est vrai que c'est assez flou. Encore aujourd'hui, dès qu'il est sorti, nous, on a trouvé que c'était un peu léger, quoi. Ouais. Bonjour. Vous avez dit qu'avec des algos complexes et une décision critique, il faut arrêter. Oui. Pouvez-vous préciser votre... En fait, quand vous avez une décision critique, c'est tout ce qui est données personnelles. Des algos complexes, ça démarre dès l'image. En fait, dès qu'on fait du deep learning, en fait, on utilise des algos d'IA complexes. Donc, ça va aussi pour l'LLM. Pourquoi on doit arrêter? Parce que si l'AI Act nous oblige à fournir une explicabilité et une interprétabilité des résultats, et qu'on est coincé, on ne peut rien fournir, parce que là, actuellement, on ne peut rien fournir. En fait, vous êtes déjà plus en conformité. Donc, vous pouvez. Mais moi, c'est pas ce que je vous conseille, parce que notre but, c'est quand même d'aller vers une IA qui vous met en conformité et pas en prison. Donc, du coup, c'est mieux quand même d'arrêter ces choses-là. Et ça permet aussi un peu de maîtriser sur... si vous ne comprenez pas ce que vous faites avec vos réseaux très complexes, ça vous met quand même en danger de faire des décisions critiques pour les personnes qui utilisent vos réseaux. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste que c'est pas la réalité. Non, la réalité, c'est pas la police qui va vous dire vous arrêtez. C'est juste moi qui vous dis ne faites pas. C'est un conseil. Mais vous pouvez faire des traitements pour le cancer dans votre garage. Il n'y a aucun souci avec moi. Je ne dirai rien.
S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup à vous.